Imagining a home for the cultures of the world we live in. She will read her abstract on this keynote. So I will present Marie-Hélène Pereira that will have as respondent Professor Ibrahim Awan. Marie-Hélène is a curator and cultural practitioner from Dakar. She is senior curator of performative practices at HKW in Germany, Berlin, Germany. Pereira is a member of Raw Material Company since its inception and its previous director of programs between 2019 and 2022. She has organized exhibitions related discursive programs, including the participation of Raw to We Face Forward, Art from West Africa Today, Whitworth Art Gallery, Manchester, ICI Curatorial Hub at Temp, New York, the 9th Shanghai Biennale, 2013. She co-curated Scattered Seeds in Cali, Colombia, between 2015 and 2017, and curated Battling to Normalize Freedom at Clark House Initiative in Mumbai, India in 2017. Pereira was a co-curator of a section of the 13th edition of Dakar Biennale of Contemporary Art, African Art in 2018, part of the artistic team of Still Present, the 12th Berlin Biennale in 2022, a recipient of the ICI Curatorial Research Fellowship in 2021, a Marianne Goodman Gallery initiative conceived by artist Steve McQueen in honor of the late Okwi Enwezor. Pereira is profoundly interested in the politics of identity as well as histories of migration. She lives and works in Berlin, Germany. Professor Ibrahim Awan is a tenured professor of African literature and civilization at Cheikh Anta Diop University in Dakar. He heads the master's program in African literature within the Department of Modern Letters and serves as the director of Laboratoire Littérature, Langue et Société d'Afrique at the Faculty of Arts and Humanities at UCAD. His research focused on popular oral poetry, literature in African languages, political imaginaries, and urban cultures in West Africa. Professor Ibrahim Awan is also Senegal's expert representative for UNESCO 2003 convention at the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. So without further ado, welcome Marie-Hélène. Merci. J'ai besoin d'une seconde pour tout brancher. Ok. Bon après-midi. Bon après-midi. Comment allez-vous? Ok. Vous avez trop mangé ou pas assez mangé? Vous êtes fatigué? Bon, ok. C'est la dernière ligne droite. Merci Philippe pour cette belle introduction. Donc les filles ont dit que je devais donner un keynote. J'ai dit ok, mais au fait moi ce que j'aimerais faire c'est partager un exemple, une sorte de tentative de transformation d'institutions. Le HKW, donc Haus der Kulturen der Welt, la Maison des Cultures du Monde, est une institution d'art qui est à Berlin en Allemagne et qui existe depuis 1956. C'est une institution qui a été fondée au milieu de la guerre froide et qui a été offerte à l'Allemagne par les États-Unis. Un don, une maison des congrès, un espace qui devrait accueillir les grandes figures du monde qui ont des messages à délivrer au monde. Donc la Maison des Cultures du Monde a commencé comme ça, comme maison de congrès, 1956. Elle se situe dans ce qu'on pourrait appeler le district administratif, donc juste à côté du palais présidentiel, juste à côté du Parlement. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a la gare centrale et il y a le Spree, donc qui est la rivière qui coule dans beaucoup de parties de Berlin en particulier et qui pour longtemps était devenue la frontière, non pas devenue, était la frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest.
Donc ça, c'est notre situation géographique. Et cette maison des cultures du monde, elle a été transformée, non, cette maison de congrès a été transformée en maison des cultures du monde en 1989. Et depuis donc 1956 à 1989 à 2023, elle connaît pour la première fois dans toute son histoire son premier directeur noir, donc le premier directeur non allemand, non européen, donc qui reprend cette mission de représentation de maison des cultures du monde. Donc beaucoup de questions à se poser. Une première question est, et ça je vais le dire en anglais pour que ce soit plus précis pour moi-même, House of World Cultures, how can we turn a house into a home? Donc quel est le processus de transformation d'une maison en foyer? Elles ont utilisé foyer, on va prendre ça pour le moment. Et puis une autre question, quels sont les mondes dont nous parlons? Un seul monde n'existe pas. On a une pluralité de mondes. Le monde des humains, le monde des non-humains, mais qui sont des entités vivantes, le monde, donc des plantes, des eaux, etc. Donc pour nous, il était important de réfléchir à une pluralité de mondes. Et nous faisons partie de cette pluralité de mondes-là. Donc, représenter la maison des cultures du monde ou la maison des cultures des mondes dans lesquels nous vivons est devenue notre mission en tant qu'équipe du HKV, une mission qu'on ne prend pas à la légère et qui, pour nous, en fait, est plus une mission de déconstruction d'abord et puis de reconstruction. Le directeur de cette institution, professeur Dr Bonaventure Ndikung, a fait deux propositions pour commencer. Une proposition de réimaginer cette maison-là, de la transformer, donc déconstruire, transformer, comment et pourquoi. Donc il y avait plusieurs points qui étaient très importants. Un des points, c'était de réfléchir à différentes stratégies du vivre ensemble et de mieux habiter le monde. Une autre proposition, c'était de réfléchir au respect qui est dû aux entités vivantes et non vivantes ou aux entités humaines et non humaines, parce que ceci est fondamental pour construire notre conscience culturelle, plurielle toujours. Et puis, l'idée de monde qu'il faut conjuguer, le monde étant un verbe au lieu d'être un nom. Les différents mondes, faire monde ensemble, etc. Donc, il a d'abord pensé aux personnes. Donc, quelles sont les personnes qui devraient faire partie de cette, pas faire partie, mais faire partie de cette mission de transformation et d'où est-ce que ces personnes devraient venir. Donc, il a monté une équipe de commissaires. On est 14 commissaires qui venons de différentes parties du monde, non pas pour représenter ces parties dans la maison, mais pour ouvrir à différentes perspectives concernant des visions politiques, économiques, culturelles, tout ça. Et cette équipe constitue un des piliers fondamentaux de cette maison aujourd'hui. Cette équipe est riche de différentes pratiques curatoriales, donc des pratiques curatoriales qui sont liées à la performance, qui sont liées au commissariat d'exposition, qui sont liées aux stratégies d'architecture et spatiale, qui sont liées à l'édition, donc l'édition et le fait de faire des publications, au film, donc les pratiques de film, les pratiques de son, littérature et oraliture, donc un espace important est donné aux traditions orales et au storytelling comme une forme importante pour raconter les histoires, se remémorer, pour convoquer la mémoire, etc. Pratique discursive et aussi toute une réflexion autour des sciences qui ont existé avant la science aussi. Donc toutes ces personnes que vous voyez ici sont les personnes qui proposent ces différentes pratiques. Et ces personnes font partie d'une équipe plus large. Il y a une centaine de personnes qui travaillent au HKV
Et donc, on a les commissaires, les administrateurs, techniciens, producteurs, etc. Donc, toute cette équipe, pilier fondamental de la maison. On a commencé à travailler ensemble en équipe en 2022, à distance, donc chaque personne travaillant d'où elle était. Et c'est en 2023, en janvier 2023, que nous sommes arrivés dans la maison. Et nous avons commencé à travailler à partir de la maison en 2023, plus en équipe pour réfléchir à ce plan de déconstruction d'abord, et puis après, de manière ouverte avec la programmation à partir de juin 2023. Donc, un des projets proposés depuis le début était de réfléchir à comment est-ce qu'on veut resignifier la Maison des cultures du monde, ces espaces dans lesquels nous opérons tous les jours. Comment est-ce qu'on peut y apposer une certaine mémoire? Donc, on a commencé on a invité tous les membres de l'équipe, et je dis toujours on, nous, parce que c'est un travail collectif. Tous les membres de l'équipe a proposé des noms de femmes qui ont accompli un travail de transformation politique et sociale dans leur géographie et dont leur nom doit être présent dans cette Maison des cultures du monde. Donc, on a commencé à proposer différents noms. Donc, dans les espaces, on voit, par exemple, le Sylvia Winter Foyer, donc, qui est l'espace central de la maison. Donc, on a des jardins qu'on a renommés Semra Ertan, qui était une poète et écrivaine turque qui est venue en Allemagne quand elle avait 7 ans avec ses parents, qui eux sont venus en tant que travailleurs migrants et qui, face à toute l'oppression, toute la violence que subissaient ses parents, ses proches et toute sa communauté, elle s'est suicidée dans l'espace public. Et c'était une manière pour elle d'attirer l'attention sur la manière dont toutes ces communautés sont oppressées et ne sont pas forcément reçues. Et puis, il y a beaucoup d'autres noms, mais les 2 noms pour lesquels je suis vraiment très, très fière et contente, c'est qu'on a des bureaux qu'on a nommés après Awacham. Pour nous, c'était important de réfléchir aux questions féministes et à la manière dont ces questions sont ancrées dans le travail de figures qui ne sont pas forcément bien connues dans ce contexte et dont des figures à qui on n'a pas donné assez de place et assez de reconnaissance. Et puis aussi, on a un théâtre qu'on a nommé après Safi Faye. Et Safi Faye est une réalisatrice de films sénégalaise, la première réalisatrice de films sénégalaise, qui a été la première résidente noire au DAAD, donc qui est une résidence pour artistes à Berlin, prestigieuse, dit-on, mais qui est la première à vraiment bouleverser les lignes de cette résidence dans les années 70. Et puis un autre projet qu'on a entamé toujours dans le temps de déconstruction dans la maison elle-même, c'est ce qu'on a appelé le projet Benjamin Franklin. Je vais vous lire ce qu'on voit engravé sur un des murs du HKV. C'est une citation de Benjamin Franklin qui dit « Dieu nous confère non seulement l'amour de la liberté, mais une connaissance approfondie des droits de l'homme, imprégnant toutes les nations de la terre, de sorte qu'un philosophe puisse poser les pieds n'importe où sur sa surface, donc la surface de la terre, et dire « Ceci est mon pays ». Benjamin Franklin, qui est aussi connu comme étant le père fondateur de l'abolition, ce qu'il met en avant, c'est que toute personne qui se réclame philosophe peut aller dans ce monde, n'importe où, et découvrir une terre vierge et dire, au fait, ceci est mon pays. OK. Cette citation est, comme vous voyez, sur un des murs donc, de la maison. Ce bâtiment est un bâtiment protégé, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de transformation sur l'immeuble en soi,
Mais on a voulu réfléchir à, OK, quels sont les moyens qu'on a pour pouvoir réagir à cette citation. On passe devant tous les jours, on la voit plusieurs fois par jour, etc. Et comment est-ce qu'on peut réfléchir à cette idée de découvrir une terre vierge et dire, OK, ceci est mon pays. Donc, on a commencé à inviter différents penseurs, penseuses, artistes, écrivains, écrivaines à réagir à cette citation. Et on a trouvé un moyen d'aussi apposer ces citations-réponses à celles-ci qu'on voit sur le mur. Donc, j'ai pris 3 propositions. Une proposition de Ken Bougoul qui dit « Dans un monde où les murs du repli identitaire et de l'indifférence s'élèvent, il est primordial de faire un pas vers la responsabilité, les valeurs morales et la raison. Armons-nous de courage et travaillons à la construction d'un nous pour sauver l'humanité. » Une seconde proposition qui est venue de Françoise Vergès. Dans un état de guerre permanente et de violence systémique, c'est un espace pour pratiquer la paix révolutionnaire et œuvrer pour la réparation et la communisation, un terme qu'elle nous propose. Créons un monde où le droit de respirer et d'aimer est véritablement planétaire. Une troisième proposition. Imaginez cette maison comme la vôtre. Maintenant, invitez vos amis. Emménageons. Comment partagerons-nous le loyer? Qui fait la vaisselle? Quand et comment? Prenons un animal de compagnie. Qui est le voisin idéal? Que cuisinons-nous ce soir? Donc on voit que de ces propositions, ce qui est mis en avant, c'est le nous, le collectif, habiter ensemble, réfléchir ensemble, cheminer ensemble. Et pour nous, ça, ce sont des valeurs qu'on a voulu imprégner dans cette maison des cultures des mondes dans lesquels nous vivons. Et aussi, je pense, petite anecdote, une des premières initiatives était aussi de changer le nom. Quand on parle de pluralité, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'acter et le rendre réel, donc à l'écoute, et voilà, quand on voit tout ça, mais ce n'est pas possible en Allemagne de changer le nom d'une institution. Donc, on garde la maison des cultures des mondes dans lesquels nous vivons. Donc, fast forward, juin 2023, on a proposé notre premier programme qui s'est nommé Au Quilombismo et qui est un programme qui était inspiré des écrits d'un penseur et activiste et artiste afro-brésilien qui s'appelle Abdias do Nascimento. Et Abdias do Nascimento a beaucoup réfléchi aux formes de résistance et aux formes de vivre ensemble des quilombos, des communautés qui habitent dans les quilombos. Et il en a fait une philosophie de vivre ensemble. Et pour nous, il était important de réfléchir à comment est-ce qu'on décentralise cette maison des cultures du monde, même si elle est à Berlin. Quelles sont les valeurs, encore une fois, qu'on veut amener et qu'on veut mettre en avant? Donc, au quilombismo est devenu un verbe, donc un verbe qu'on a conjugué avec différentes cultures. Donc, pas que la culture afro-brésilienne, mais on a commencé à identifier les formes d'existence qui, pour nous, reflètent cette idée de au quilombismo de par le monde. Et bien sûr, les points qui étaient des points clés pour nous étaient la question de résistance, la question d'insistance, la question de fuite ou fugitivité, on en a beaucoup parlé ici, donc la question de la lutte, donc la fuite comme une forme de lutte ou la fugitivité comme une forme de lutte, et aussi bien sûr différentes philosophies démocratiques, égalitaires, politiques. Et ce projet s'est articulé par une exposition et une série de programmes discursifs, workshops, performances, une publication, etc. Bon, ici on a une définition vraiment très courte de la philosophie quilombismo, au quilombismo.
qui dit que c'est une lutte anti-impérialiste qui s'articule avec le panafricanisme et qui, au fait, existe par une solidarité radicale entre les peuples du monde qui luttent contre l'exploitation, contre l'oppression, contre la pauvreté, contre les inégalités qui sont motivées par la race, la couleur de la peau, la religion, l'idéologie. Je ne pourrais pas vous parler de toute l'étendue de Okilombismo, mais je vais insister sur quelques points, quelques œuvres qui sont devenues des œuvres semi-permanentes dans la maison. Donc celle-ci qu'on voit, c'est une série de drapeaux donc, qui ont été faits par Olu Ogube, qui est un artiste nigérian qui, dans sa pratique, est connu pour des propositions décoloniales, de décolonialité. Et ce qu'il a proposé, c'est de resituer aussi la maison par rapport à cette idée de Est et Ouest de Berlin ou d'Allemagne. Donc, il a proposé une sorte de provocation où il dit, OK, dans cette maison, il faut qu'on ait une mission de décarbonisation, une mission décoloniale et une mission de réparation ou réhabilitation. Et ces trois drapeaux sont faits avec les couleurs panafricaines. Mais si on connaît les drapeaux des couleurs panafricaines et le drapeau allemand, on voit qu'il y a des couleurs au fait qui se rejoignent. Donc c'était un peu une sorte de provocation à l'Allemagne impériale, et voilà, une manière de dire qu'au fait, nous, on se situe à cet endroit-ci. Donc là, on a une vue de l'exposition, donc une des salles d'exposition. Mais ce qu'on a proposé aussi en termes de pratique d'exposition, c'est que celle-ci s'installe dans toute la maison. Et toute la maison veut dire dans les espaces d'exposition, mais aussi dans les jardins, dans les couloirs, dans les espaces communs et tout ça. Alors, juin, c'est le programme de réouverture de la maison avec sa nouvelle proposition. Donc, c'était un festival de 3 jours pendant lequel on dit, OK, on va présenter des actions de réouverture. Donc, comme on les connaît dans différentes traditions du monde, et ces actions de réouverture sont des actions pour lesquelles les communautés du monde qui sont à Berlin doivent contribuer. Donc, Acts of Opening Again, différentes traductions. Le El Medan, c'est une tradition de réouverture ou d'ouverture d'une maison des communautés Mapuche. Ce sont les communautés, c'est une communauté indigène qu'on trouve dans la zone des Andes et plus en Chili et au Pérou. Et l'artiste Bernardo Oyarzún est celui qui a proposé le Medan. Donc c'est en général un tissu traditionnel qui est mis à disposition, et l'idée c'est que toute personne qui vient saluer les gens qui habitent dans cette nouvelle maison viennent avec une intention et viennent avec des présents. Donc on a reçu des présents de toute la communauté berlinoise et d'ailleurs, parce qu'on a fait une annonce avant pour expliquer ce que c'était le El Medan et surtout pour les inviter à reconstruire cette maison ensemble. Une autre proposition à la réouverture, donc on a travaillé avec Jean-Daniel Lafontaine, qui est un prêtre vaudou et qui a beaucoup travaillé sur les traditions de réouverture, de recommencement, qui sont pour la plupart les traditions de la divinité de Papa Elegba, donc on connaît dans les traditions Yoruba. Et il a proposé de faire une cérémonie de réouverture de la maison, une cérémonie d'ouverture des portes. Donc là, on voit qu'il a tracé un VV. Le VV, c'est connu dans les cultures vaudou. C'est une manière d'appeler les esprits, les lois. Et ici, il appelait Papa Elegba, donc l'esprit qui ouvre les portes. Et ici, on voit un peu, voilà, il y avait une procession et voilà, toute une cérémonie de réouverture.
Une autre proposition qui nous est venue de l'artiste afro-cubaine Maria Magdalena Campos Pons, qui s'appelle When We Got. Et cette œuvre a été réalisée en collaboration avec la maison de Candomblé de la communauté afro-brésilienne qui se trouve à Berlin et qui est une maison qui est ouverte et par Baba Moura, donc, qui en est le prêtre et qui travaille avec la communauté afro-brésilienne, mais pas que. Et l'idée, c'était d'avoir cette cérémonie de When We Got. C'est une cérémonie de purification, cleansing. Donc, dans la performance, on la voit dire cette maison a besoin d'être purifiée, nos politiques ont besoin d'être purifiées, nos sociétés ont besoin d'être purifiées, etc. Donc, c'est un appel à des êtres nouveaux, mais ancrés dans leur tradition. Donc, nouveaux dans le sens où ils se défont de toutes ces barrières, toutes ces frontières, et ils font corps commun. Okay, plus de photos. Okay, une autre photo. Une autre proposition performative qu'on avait eue lors de cette réouverture est Not Waiting. Et c'était la proposition de Maman Germaine Akoni et Nora Chipomire. Et c'était une proposition pour laquelle elle mettait en avant cette idée de non-attente. Et elle mettait en avant la force de la femme noire, de la femme africaine, donc de l'Afrique globale ici, et de différentes manières de résistance, différentes formes de résistance que la femme noire a développées. Et elles ont travaillé avec les mamans de Toubab Jalao. Donc, lors du premier jour ici, elles ont fait une performance ici avec Nora Chipomire. Et au fait, ce travail est un travail qui a été développé lors d'une résidence qu'on a organisée ici avec Raw Material Company et l'École des Sables, avec Nora, Maman Germaine et les femmes qui sont venues ici il y a 2 jours. Et l'idée, c'est vraiment l'idée du refus, le refus d'attendre, le refus d'être oppressé. Mais voilà, aller en avant et travailler pour le changement dont on a besoin. Donc, c'est une courte vidéo, mais je pense qu'il faut, c'est bien de regarder suite à ce qu'on a déjà vu il y a 2 jours. Donc, je vais vous lire un extrait de l'introduction de ce travail. Donc, la fuite, le refus de Chipomire et Akoni incarne l'affirmation, l'appartenance et l'enracinement dans les traditions de soins et de guérison, ancrées dans la culture Shona de l'ancienne Rhodésie, ainsi que dans celle de la culture Lébou au Sénégal. Elles se sont toujours tenues riches et fortes de signatures de celles qui ont posé les bases de la résistance féminine africaine et du combat pour la liberté. Donc, entre elles, Aline Sitoé Diatta, ainsi que les femmes de Talata Inder au Sénégal, la prêtresse Shona Nehanda Nyakasikana de Rhodésie, dans l'actuel Zimbabwe, la reine Nefertiti d'Égypte, la reine Zinga de Ndongo et Matamba, dans l'actuel Angola, pour n'en citer que quelques-unes. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre en avant différentes histoires de résistance féminine dont une société contemporaine devrait apprendre.
Donc ça, c'est la première proposition au quilombismo. J'ai pensé qu'il était important de rapidement parler de ce projet aussi. Ces deux projets sont des projets qui ont été des projets de recherche de 2022 jusqu'au temps où ils ont été montrés, donc 2 ans et demi. Et pour nous, il était important de prendre le temps de réfléchir à toutes ces questions-là, la question de fuite et fugitivité, et aussi la question d'appartenance quand il s'agit de ce projet Ecos de Broederlanden, donc Écho des pays frères. Les pays frères, c'est le nom qui était donné aux pays à tendance communiste socialiste après la Seconde Guerre mondiale, qui ont signé des traités avec l'Allemagne, donc des traités pour pouvoir recruter de la force de travail, donc en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et ces pays dits frères sont des pays qui ont envoyé leur force humaine. Et cette force humaine est venue en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale pour rebâtir l'industrie allemande. Donc, Ecos de Broederlanden, Écho des pays frères, et une exposition, un projet de recherche qui nous était important parce qu'on voulait réfléchir à qui sont les communautés qui font l'Allemagne, qu'elles soient oppressées ou pas, qu'elles soient acceptées ou pas. De quelle Allemagne parle-t-on? Donc, on a commencé à faire nos recherches et à retrouver différents travailleurs qui sont venus, surtout dans les années 80, ceux qu'on a trouvés. Ceux qui sont venus plus tôt, pour la plupart, sont déjà décédés, mais leurs familles sont là. Donc, on a travaillé avec différentes générations, la génération des travailleurs eux-mêmes, mais aussi avec voilà, les enfants des travailleurs, les petits-enfants des travailleurs. Et l'idée étant d'ouvrir un espace pour que ces personnes puissent aussi réclamer leur appartenance à cette terre, tout en appartenant à une autre terre. Donc voilà, question de mémoire encore, question d'oubli était importante ici. Donc on voit une partie de l'exposition encore. Dans le groupe de personnes avec qui on a travaillé, il y avait aussi des artistes. Donc il y a des travailleurs qui sont venus et qui étaient artistes déjà. Et voilà, il y a beaucoup de travaux qui sont présentés ici, qui sont des travaux des ex-travailleurs qui sont venus en Allemagne de l'Est et qui ont travaillé dans les industries de fer, le cuir et tout ça. Et une des œuvres qui était voilà, un peu une des œuvres principales exposées est celle-ci. C'est un artiste allemand, donc qui est de l'Allemagne de l'Est et qui a fait cette œuvre en 1986 qui s'appelle Le Jugement dernier, The Last Judgment. L'artiste s'appelle Christopher Wessel et on voit bien que son appel est un appel pour une justice pour les générations à venir. Donc, comment est-ce qu'on peut réparer le futur, surtout pour ces communautés ou ces jeunes générations qui ont émané de familles de migrants? Et bien sûr, en faisant la recherche, on a fait la recherche à partir de l'Allemagne, mais on a aussi fait la recherche à partir des pays qui ont envoyé des travailleurs. Donc, on est allé en Angola, on a travaillé au Mozambique, au Vietnam, en Algérie, à Cuba. L'idée étant que ces histoires puissent aussi être dites dans ces géographies-là. Et malheureusement, pour beaucoup de fois, et surtout pour les Angolais et les Mozambicains, la violence était une violence à double échelle. Donc une violence sur la terre allemande, mais pour beaucoup d'entre eux, puisqu'ils venaient basés sur des contrats, à la fin du contrat, ils devaient rentrer. Donc il y en a qui étaient forcés à rentrer. Il y en a qui ont fait le choix de rentrer parce que, vu leurs conditions de vie en Allemagne, pour eux, il était inadmissible de s'imaginer rester sur une terre qui ne les accepte pas, qui ne les reçoit pas. Et pour beaucoup qui sont rentrés et qui sont restés, on a vu qu'il y avait des familles qui se sont divisées. Le papa qui est parti parce qu'il n'avait pas les documents qu'il fallait pour rester et qui a laissé derrière lui femme, enfants, etc. Ou le papa qui est resté mais qui n'a plus pu retourner chez lui. Pour ceux qui sont partis,
repartis donc en Angola et au Mozambique. Ce qui s'est passé, c'est que quand les gouvernements signaient ces contrats, ils les ont signés en disant que on va vous payer au fait 40% de vos salaires pendant que vous êtes en Allemagne et les 60%, donc à la fin de votre contrat, donc dans 4 ans, vous les recevrez parce qu'on les aura payés à vos gouvernements. Ces paiements ont été faits, paraît-il, mais les 10 gouvernements n'ont jamais payé cet argent à ces travailleurs. Donc aujourd'hui, quand vous allez à Maputo, donc dans le jardin qui s'appelle le jardin des Majamanes, Majamanes, c'est le terme qu'on leur a trouvé pour les définir au Mozambique, donc ceux qui ont été faits en Allemagne. Tous les mercredis, depuis 33 ans, ces personnes marchent. Ils sont dans la rue, ils réclament leur dû. Depuis 33 ans, tous les mercredis. Donc dans l'exposition, il y a eu aussi une œuvre qui traitait de ça. Donc quelques autres photos de l'expo. Ce projet de Écho des pays frères est un projet qui entre dans une vision large, qui questionne cette idée de nation et État-nation. Donc en allemand, Heimat, ça veut dire homeland. C'est quoi le français de homeland? Patrie? Oui, donc la patrie. Et en fait, c'est un terme qui est utilisé de manière très fière et très exclusive. Donc, qui fait partie de la patrie, en fait? Qui est l'Allemand qui peut faire partie de la patrie? Donc, on a voulu aussi réfléchir à cette idée de patrie, de nation, d'État-nation et tout ça. Et on propose ici un pluriel à homelands. Donc, en anglais, ce n'est pas, it's not gendered, c'est homeland. Donc, c'est lié à la terre. Donc, en français, c'est la patrie. Et la question qu'on se pose du coup, c'est à qui appartient l'Allemagne? Non pas parce qu'on est intéressé par une forme d'appartenance à l'Allemagne, mais plutôt parce qu'on veut mettre en avant une conception d'un pays, d'un terroir qui appartient à tout le monde et qui n'appartient à personne en même temps. Et ça, c'est un projet sur 4 ans. Donc, Ecos de Broderland, c'était une des itérations. Cette année, on a fait un autre projet qui s'appelle Forgive Us Our Trespasses, pardonnez-nous nos offenses, qui est une manière de repenser cette idée de péché, donc le péché comme une forme de résistance pour différentes communautés, qu'elles soient migrantes, qu'elles soient queer, qu'elles soient de couleur, donc noires, arabes, etc. Et aussi, donc, au début, je parlais des pratiques, donc de l'importance des pratiques pour nous en tant qu'équipe, voilà, pour notre vision curatoriale et programmatique. Donc, on a mis en place différents programmes qui sont des programmes où on invite les personnes à venir et faire commun autour de la performativité. Donc de la danse, et on fait toute une recherche sur les traditions de danse et de chant qui sont des formes d'ouverture d'espace de soins pour les personnes, pour les communautés. Donc on a d'abord commencé par le Budjerenge, qui est une pratique de danse chant des communautés afro-colombiennes. Et qui est devenu voilà, un espace d'échange, de rencontre de différentes communautés. Donc même si c'est colombien, c'est pas que pour les Colombiens, ça n'invite pas que les Colombiens. Et puis on a fait la même chose pour le sabbat. Donc je vais juste passer les slides un peu, il y a quelques vidéos que je vous laisse voir.
pratiques sont invitées dans la maison et sont inscrites dans un espace d'échange, un espace discursif qui permet à différentes personnes de pouvoir embrasser cette idée du corps comme outil de discours, cette idée de corps comme outil de transmission, le corps comme mémoire, etc. Et puis, et voilà, quand on les organise, ce sont des programmes qui durent 3 mois. Donc 3 mois où il y a différents workshops et différents programmes discursifs. Donc l'année dernière, c'était le Budjerenge. Cette année, c'était le Sabar. Donc on a accueilli les pratiques Sabar dans la maison et on a voulu réfléchir au polyrythme. Donc le Sabar dans sa sonicité, le Sabar en tant que tradition et rituel spirituel, mais aussi le Sabar comme pratique de danse et performative. Et ce qu'il est important de dire aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on convoque ces pratiques, on travaille avec des personnes qui sont de ces terroirs et qui portent ces traditions, mais hors de ces terroirs. Donc à Berlin, par exemple, il y a la communauté qui fait le Budjerenge depuis des années. Il y a cette communauté qui porte les traditions Saba. Par exemple, Nago Koete et batteur de tam-tam qui, au fait, habite à Berlin depuis 1985. Et pour nous, c'est dans cette idée de placemaking, le sens du lieu, il est important d'identifier ces personnes-là qui portent des traditions d'ailleurs et qui les font exister dans un espace donné. Okay. Et aussi programme discursif, une réflexion sur l'histoire de la danse et de la manière dont ces danses traditionnelles ont beaucoup à apprendre et devraient être intégrées en académie. Et ici, on parlait en particulier de l'importance, mais l'importance surtout en Allemagne. Et aussi, on a invité Wadan Kumbanjai Rose, qui est un des fils de Doudou Ndiaye Rose, à donner un workshop de percussion. Et comment on crée à nouveau, comment on crée de nouvelles pratiques à partir des pratiques traditionnelles. Donc, Maman Germaine avait déjà parlé de ça. Donc, elle aussi a donné un workshop au Hakabe dans le cadre du Sabar. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de temps, mais je vais brièvement parler du bois caïman qui a été mentionné ce matin.
par Maboula, je crois. Quand on a commencé le travail au HKV, on réfléchissait aussi aux différents repères historiques qu'il faudrait mettre en avant. Et pour nous, le bois caïman était un repère historique. Le bois caïman comme premier espace de révolution noire et de communauté indigène, de personnes noires et de la communauté indigène en Haïti. Et pour nous, c'était un moyen de non seulement réfléchir à cette idée de solidarité, réfléchir à comment est-ce que les communautés haïtiennes se sont battues pour leur indépendance, mais aussi réfléchir à la place de la spiritualité dans tout ça. Donc le Bois Caïman est devenu une proposition de festival annuel où le centre est mis sur Haïti. Un devoir de réparation, une manière d'ouvrir la brèche pour accueillir les luttes de différentes communautés oppressées dans le monde. Donc pas que Haïti, mais le point de départ est Haïti. Donc je vais juste passer les images. Donc c'est une série de programmes discursifs, performances, workshops, musique, des programmes liés à la nourriture. Donc un programme qui s'appelle Tongue and Throat Memories. Les mémoires du palais et de la gorge, et qui est une proposition de programme autour de la nourriture comme outil de transmission de savoir et d'histoire. Et ici, on a voilà, quelques images du Bois Caïman et deux très courtes vidéos. Une invocation de la Mambo, Carole de Mesmer, c'est une prêtresse vaudou qui travaille beaucoup sur les enseignements des divinités vaudou par rapport à nos manières d'exister dans le monde et d'être en connexion avec la nature, donc avec la terre, avec les arbres, avec les plantes, avec les eaux. Donc elle a contribué. Kathleen Noël, qui a beaucoup aussi réfléchi sur la terre, donc la terre comme matière, le corps comme matière appartenant à la terre. Chef Paul Toussaint, qui a fait tout un travail de recherche sur les traditions culinaires haïtiennes, et la soupe Djoumou, qui est la soupe de l'indépendance, mais qui a une histoire particulière d'oppression, de violence, et qui est devenue au fait un espace de résistance. Ou un outil de résistance. Et puis on a expérimenté différentes manières de storytelling, donc dans les différents espaces du HKV.
Donc, le message de Riva Précile, qui est aussi prêtresse vaudou haïtienne, c'est « On n'a pas fait le bois caïman pour servir les étrangers ». Donc, je finis là. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à Rao et à Felwin pour l'invitation. Félicitations à Marie-Hélène donc pour cette, j'allais dire performance, plus une performance qu'une simple présentation. Alors, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps après cette présentation assez exhaustive. Je vais juste faire deux petites remarques et poser deux questions naïves pour qu'on puisse aller vite et permettre à la salle de réagir. Alors, la première remarque, c'est qu'en tant que Sénégalais, cette présentation autour de la Maison de culture du monde de Berlin, par rapport à la trajectoire des lieux, forcément a une résonance pour un Sénégalais, puisqu'on a au Sénégal la Maison de la culture du Sénégal, qui s'appelle Maison de la culture d'Outa Seck, donc par le nom, et par également la trajectoire historique, puisque cette maison, c'est l'ancien palais du président du Conseil du gouvernement du Sénégal, ensuite devenu une résidence d'hôtes, et puis affectée à la culture en 1997, où elle devient Maison de la culture d'Outa Seck. Cette affectation-là ouvre un nouveau cycle, puisque le cycle antérieur, c'est plutôt un cycle dans le sens inverse, où des lieux qui ont été investis par des artistes ont été récupérés par l'État. Felune a parlé avant-hier de la cour de Jowokam, qui était en même temps le siège du laboratoire Agitar. Alors, le laboratoire Agitar a pris justement racine à l'ancien village des arts, qui était à quelques centaines de mètres d'ici, au camp Lat-Dior, donc qui a été d'abord un squat que les artistes ont occupé petit à petit, qui a fini par devenir un village des arts reconnu, pluridisciplinaire, arts plastiques, musique, théâtre, etc., qui a été démantelé en 1983, après un déguerpissement manum militari, à la suite duquel l'État a repris les bâtiments, en a fait des ministères. À l'époque, c'était le ministère de l'Équipement. 1983. 1988, le musée dynamique, inauguré en 1966, le jour même de l'ouverture du premier festival mondial des arts nègres, donc pour devenir le plus grand lieu d'exposition d'art du Sénégal. Le musée dynamique a été fermé, le musée dynamique a accueilli dans les années 70 l'école Moudra Afrique, le centre de perfectionnement Moudra Afrique que Germaine Acogny a dirigé. Le musée dynamique a été fermé en 1988 et a été affecté au ministère de la Justice, auquel il appartient jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque ce musée-là s'appelle aujourd'hui la Cour suprême. Donc il y a tout un cycle qui finit avec Douta Seck, où c'est plutôt la culture qui hérite d'un bâtiment de l'État. Et nous sommes en train de vivre un épisode intéressant de ce nouveau cycle avec la Biennale de Dakar, qui occupe depuis quelques éditions l'ancien palais de justice. Donc le musée dynamique est devenu un palais de justice. L'ancien palais de justice est en train de devenir le siège de la Biennale de Dakar en attendant d'être affecté officiellement. Donc il y a toute une réflexion que cette présentation ouvre sur la trajectoire des lieux d'art, leur histoire, leurs échos, leur reconfiguration. Donc il y a énormément de questions, mais sur lesquelles, que je n'aurai pas le loisir de poser. La deuxième remarque, c'est par rapport à mon expérience personnelle d'avoir été présent sur ces lieux pendant quelques jours, à la faveur de l'invitation de Marie-Hélène et du staff de HKW. Moi, ce que j'ai surtout rencontré, ce sont des territoires sonores, en fait. J'ai vu plusieurs territoires, mais sonores. Alors, j'étais dans le cadre du programme Sabar, donc j'étais au milieu d'un triangle, pas du cercle de danse, hein, mais juste d'un triangle symbolique. Alors, dans ce triangle, il y avait Germaine Acogny qui venait du Sénégal. Il y avait Wadan Ndiaye, fils de Doudou Ndiaye Kumborose, basé en Italie. Il y avait Nago Gueye, qu'on a vu sur les images, que j'ai connu, il est de Mbour,
qui est depuis 40 ans à Berlin. Donc il y avait déjà un triangle sénégalais assez différent en termes de nouvelles influences, de rapport à la création. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'en même temps qu'il y avait ce cycle sur le Sénégal, il y avait tout un univers différent. J'ai vu un concert du Brésil, j'ai vu un concert de Maloya, de l'île de la Réunion, j'ai vu un concert de musique électro avec d'autres influences de la Nouvelle-Orléans. Donc cette polyphonie, cette rencontre de plusieurs territoires sonores qui reconfigure un peu l'espace, qui crée des interactions, ce n'est pas seulement un défilé de culture en fait. Il y a une sorte de territoire nouveau créé par les dialogues. Voilà, ça c'est la deuxième remarque. Maintenant j'enchaîne avec la première question. Elle est en Wolof en fait. Est-ce que xam nga buntu sarale? Sarale. Bon, xamoo ko. Alors, buntu sarale, c'est des portes qui relient des maisons voisines, en fait, dans les villages, dans les quartiers populaires. Donc, c'est des passerelles qui permettent de passer d'une maison à une autre sur plusieurs centaines de mètres avant de sortir, sans avoir besoin de sortir dans la rue. C'est quoi ici la question? La question des passerelles, en fait. Alors, quelles sont les passerelles que vous créez entre les différentes expressions, d'une part, à l'intérieur de la maison? L'autre partie de la question, c'est quelles sont les passerelles entre cette maison et d'autres maisons en Allemagne et dans le monde? Parce qu'une maison ne suffit pas pour faire un village. Donc, Buntu Sarale. Buntu Sarale. Donc, Khamna Sarale. Mais Buntu Sarale, je ne savais pas. Donc, quelles sont les passerelles? Je pense dans la maison même, l'idée, c'est de dire que les pratiques ne peuvent pas exister seules ou de manière cloisonnée. Donc, mettre ensemble une équipe de personnes qui réfléchissent aux pratiques performatives, d'exposition, de son, de film, de littérature, d'oraliture, d'architecture ensemble, c'est une manière de créer une constellation pour qu'une histoire puisse être dite avec différentes formes et à travers différentes pratiques. Et je pense que ça, c'est ce qu'on ressent dans la maison. Et je pense que c'est ce que aussi tu as ressenti. Bon, tu as parlé de territoire sonore, parce qu'effectivement, quand vous êtes venus, on avait notre festival de musique qui s'appelle Sonic Pluriverse. Et il y avait une sorte de superposition de pratiques qui se passaient en même temps. Il y a une sorte de chaos, mais du bon chaos. Moi, j'aime le bon chaos sonore et performatif qui se passait dans la maison. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on travaille ensemble, que les pratiques se rejoignent, mais qu'elles ne se cloisonnent pas. Et je pense que pour les projets, on le voit. Ce que j'ai présenté, c'est vraiment une petite partie et la partie sur laquelle j'ai travaillé. Mais par exemple, pour chaque projet, donc quand j'ai parlé de Oquilombismo, j'ai parlé de Oquilombismo, la vision générale du programme et les différentes ramifications en termes d'exposition et en termes de performance. Mais il y a tout un volet discursif. Il y a tout un volet discursif que j'ai pas évoqué, de films et tout ça. Donc, passerelle en termes de programmation. Et je pense passerelle déjà quand il s'agit de l'équipe qui est là. Donc, les différentes présences qui sont là. Et quand on sort de la maison et qu'on parle de Berlin, d'Allemagne et d'ailleurs, les passerelles sont créées de manière active. On collabore avec des institutions à Berlin, en Allemagne et ailleurs. Et on collabore aussi avec des individus qui portent des pratiques depuis des années et qui n'ont pas forcément les espaces qu'il faut pour vraiment les porter encore plus. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Nago, par exemple, qui porte cette tradition de sabbat depuis longtemps, qui est en partie cette tradition de sabbat et qui ne trouve pas forcément la possibilité de trouver un espace permanent ou les moyens pour. Donc, on travaille ensemble pour créer ça. Et on s'est rendu compte, depuis qu'on a commencé aussi, qu'il y a beaucoup d'institutions à Berlin et ailleurs qui repensent aussi leur format de programmation. Et sans prétention, on ne va pas dire qu'ils les calquent sur nous, mais on voit qu'ils s'ouvrent plus à d'autres formes
d'expression créative qui ne sont pas forcément cloisonnées dans l'art contemporain. Et bien sûr, une autre passerelle, je pense, on le sent ici, c'est aussi voilà, ramener un travail, déjà planter la graine pour un travail qui commence ici, donc avec Germaine et Nora et les mamans de Toubab Diallo, l'amener à Berlin et le ramener ici. Aussi, plus tard ce soir, il y aura une performance de Anapi qu'on a aussi accueillie au HKV. Je pense qu'elle présente quelque chose de différent, mais ce sont des dialogues comme ça qu'on commence et on essaie d'élargir l'espace pour que les dialogues aillent plus loin que bien sûr, le territoire berlinois ou allemand ou européen. Dernière petite question, peut-être c'est sur la figure de l'hôte. On a beaucoup parlé hier ou avant-hier de l'étranger, soit sa place dans l'imaginaire, dans les récits. Celui qui apporte la nouveauté, la solution, quelquefois c'est le chaos ou la subversion. Mais je pense que dans le monde actuel tel qu'il est configuré, l'étranger, c'est surtout celui qui crée la réputation, en fait. Parce qu'on dit en Wolof que on peut priver de l'étranger, on peut priver de tout sauf de voir et de raconter par la suite. C'est-à-dire que l'étranger, c'est finalement, enfin l'hôte de passage plutôt, c'est finalement la figure de la construction par son regard et par son récit. C'est lui qui construit en fait la notoriété, en fait. Donc c'est une façon de dire, est-ce que vous avez des retours de ce qui passe sur ce qui se passe chez vous? Parce que c'est eux qui construisent en fait la réputation de la maison. Oui, on a des retours positifs, très positifs même, des communautés déjà, qui viennent et qui reviennent et qui restent là, qui amènent leurs enfants. On crée tout un programme pour les enfants, donc on permet aussi aux familles de pouvoir venir et être là. Et ils donnent souvent des retours positifs. On a aussi des retours négatifs. Il faut le dire, on est dans l'Occident. Ce qui veut dire que toute histoire qu'on amène est amenée d'une certaine manière et on y met beaucoup de rigueur pour que ce ne soit pas juste vu comme de l'exotique. Donc on a des retours par rapport à, OK, quand on amène une prêtresse vaudou pour qu'elle ouvre un programme qui parle d'Haïti et de la révolution haïtienne et du bois caïman en particulier, tous les retours ne sont pas des retours positifs, il y a des retours qui sont des retours qui viennent de l'ignorance et de l'insensible, je veux dire. Et oui, on a encore plus de retours négatifs. Les coupes budgétaires qui se passent en Allemagne, on les subit aussi. Mais je pense que de tout ça, ce qu'il y a à retenir, c'est le refus de tomber dans le manque de concentration. Donc, on est là pour une mission qui est très claire pour nous. Et tout retour positif, même s'il est petit comme ça, il est important. Donc, on les reçoit à bras ouverts. Bon, on va maintenant prendre les retours de la salle. Hello, merci beaucoup Marie-Hélène et merci pour le travail de cette institution dont on a vraiment beaucoup besoin en ce moment à Berlin. Moi j'avais juste une question très simple. Quel est le public de AKV? Le public type? On collecte toutes les questions, c'est ça? Donc, vous parlez avant? Merci pour ta présentation et merci aussi pour voilà, nous présenter tous ces beaux programmes très colorés. Moi, j'ai envie de poser une question par rapport au fait que tu laisses de côté complètement, et d'une certaine manière je comprends, mais j'ai envie de ramener ça dans ta narration, le fait que l'Allemagne est dans un moment très particulier où le fascisme est en pleine floraison, non seulement à la droite, au centre, mais même à gauche et à l'extrême gauche. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un espace comme ça, dans ce contexte-là? Et aussi, comment le fait de présenter Bonaventure comme, oui, le premier noir, oui, en tant que directeur, mais non allemand, comment ça sert, en fait? Quelle narrative ça sert?
Et la troisième question, en fait, sur laquelle je serais curieuse, c'est comment toi tu parlerais de l'incapacité du HKV, justement, de parler de la réalité d'un génocide, en fait, qui est en train de se passer aujourd'hui, sachant que l'Allemagne est le pays qui fournit 30% des armes à Israël et qui est le pays le plus violent en réprimant toutes les voix, en fait, qui parlent de ce génocide ou qui prennent une position en faveur du peuple palestinien. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci Marie-Hélène pour la présentation. Personnellement, moi j'ai l'honneur de pouvoir assister personnellement au programme de HKV depuis 2023. Et vivant à Berlin depuis 2018, j'ai vu une différence incroyable entre le HKV d'avant et le HKV d'aujourd'hui. Ma question, j'y arrive bientôt, mais je veux surtout en vrai faire une remarque parce que justement en suivant la question. Let me just speak English for this one, it's easier for me. Thank God we have translators. So I just want to build up on the previous question because, you know, living in Germany right now, I keep telling people all the time that you don't know what it's like until you're there because it's really being in the belly of the beast. And we've had many conversations about what is possible for HKV to do for you to do within the HKV because the HKV itself is a deep state. And then there's a new team every 5 years, but there's only so much you can do. So my question is, what are you actually trying to do with the remaining years? You know, I would love to have a preview of that. And I'm very curious also like how you present this to people who have no idea what our lived reality is like, in the belly of the beast, basically. Yeah, I have not sure if this is a comment, but well, yeah, it is. A comment with a little question in it. Basically, I was very intrigued with this, of course, notion of like exploring, you know, the possibilities in traditional dance, right? But of course, you know, traditional dance in itself needed, let's say, a certain dynamism within a culture so that it sort of transfers certain meanings, whether preserves them or transfers them or whatever. And I would like to know also when that is sort of taken out of that dynamism, of that context, because there was a repeated mention also that this is sort of you know, open for participation from whoever. And looking at the videos, I was, you know, the question comes up of like, what does it do? What happens basically when that kind of transforms, where there is no context particularly for these traditions to kind of live on or transfer or whatever? What does it do when it becomes sort of something up also for a sort of consumption or a participation? Because I ask this because this is something that we've seen this trajectory of like having traditional dance do offer other possibilities for communities that haven't really been part of the sort of cultural accumulation of this meaning that would result in this quote-unquote traditional dance or practice in general. But of course now in Sudan with the conflict, these are the first, performance artists are the first things that kind of have been plugged out and exported to like wherever these other, you know, these communities ended up in. And there's a very common saying is that conflict is the biggest artistic director, you know, is the most efficient actually artistic director because it does this basically, you know, it can take. So I just wanted to know if you have a kind of elaboration on that. I'd be curious to know what your perspective on this sort of shift and you know, transmission in something that is not contextually, let's say, feeding into these traditions or has been severed, let's say, that tie has been severed, yeah? That's it.
On peut donner la parole au doyen Pabba pour une question très courte. Merci quand même. Je voulais revenir un peu sur le paradoxe que vous avez bien souligné sur les espaces, les lieux d'art qui avant étaient destinés peut-être à des idéologies et qui aujourd'hui deviennent des espaces d'expression artistique. Alors moi, je suis un peu dans un paradoxe. Je ne sais pas comment on va sortir de la maison des cultures pour réunir, rassembler et se retrouver, parce que effectivement, les messages devraient plutôt aller vers se retrouver plutôt que se diviser. Parce qu'aujourd'hui, je me demande si dans la maison des cultures, il est possible que la Russie s'y retrouve ou bien que la Turquie s'y retrouve, parce qu'effectivement, la politique occupe l'espace d'expression artistique aujourd'hui. Ce jour, aujourd'hui, c'est le jour de Senghor qui a parlé. Il est né le 20 décembre. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il aurait eu 118 ans. Il a parlé de civilisation de l'universel. Est-ce que dans la maison des cultures, on peut se retrouver dans des idéologies pareilles pour une civilisation qui nous permettrait d'arrêter les guerres, par exemple, de se retrouver d'une manière ou d'une autre dans la paix du monde? Merci. Oui, je pense que je vais commencer par la question de Yasmine, et puis après aller vers Ola. Et je pense que dans ça, il y a un début de réponse pour Mme Fatou, et puis après Ibra et le doyen. Donc Yasmine, déjà, présenter Bonaventure comme le premier directeur noir de cette institution, c'est juste une réalité, en fait. Depuis qu'elle existe, cette institution, elle n'a connu que des directions blanches. Donc, c'est la première fois qu'elle connaît une direction qui est une direction non blanche, et non blanche, non blanche. Comme ça, non allemande est dedans aussi quand on parle de l'Allemagne blanche. C'est une réalité. Et c'est une réalité qui, au fait, est la raison pour laquelle on porte cette mission avec lui, qui est la raison pour laquelle on croit en la possibilité de faire quelque chose de cette maison et dans cette maison. Et les retours et les participations qu'on a nous montrent qu'il est important de faire ce travail. Est-ce que ce travail est facile? Non. Est-ce qu'il en vaut la peine? Oui, selon moi, parce que les gens qui viennent nous montrent que ça en vaut la peine. Et de ceux qui viennent, on a des Palestiniens, on a des Libanais, on a des Turcs, on a des personnes de différentes nationalités qui viennent et qui trouvent, au fait, un espace où ils peuvent être, eux, avec les autres. Donc, un espace de soins. Donc, créer ces cercles-là, c'est une manière de créer un cercle de soins, sans pour autant que ça verse dans la politique politicienne, comme on voit, au fait. Ce qui se passe en Allemagne, effectivement, c'est n'importe quoi, et on le sait. Mais nous, on est des acteurs culturels. Et des acteurs culturels qui portent un travail politique, mais pas dans le sens de... On n'a pas de parti politique. Donc c'est à travers la culture qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire depuis 2 ans. Et la réponse montre que c'est important. Les communautés qui viennent, le public qui vient, on ne peut pas le définir en un mot. Ce n'est pas juste des artistes, ce n'est pas juste des universitaires, ce n'est pas juste des étudiants. C'est une constellation de tout ça, y compris des familles, des enfants, des familles palestiniennes, des familles libanaises, des familles israéliennes aussi, des familles africaines, donc, oui, de partout. Quand on a fait la réouverture, pour la première fois, cette maison a eu, en 3 jours, 12 000 personnes. Ce n'est jamais arrivé avant. Et, OK, c'était le début. Peut-être qu'ils venaient, ils étaient curieux de voir, OK, qu'est-ce qu'ils vont bien faire, ces gens-là, dans cette maison. Et puis, ils ont continué à venir. Ça montre que ce travail est important pour beaucoup de gens. Et tant que c'est important pour des gens, je pense qu'il faut le faire. Après, l'institution est une institution qui est majoritairement financée par le fonds public allemand.
Notre stratégie est de mettre en avant une possibilité de trouver du soutien d'autres institutions. C'est une manière pour nous de créer une forme de résistance. Et on essaie de faire ça. C'est pas facile, mais c'est possible. Attends, donne-moi une seconde. Mais c'est possible. Et je pense que ça rejoint aussi ce que Ibra demande. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, on n'est pas, moi, je ne suis pas en Allemagne parce que j'aime l'Allemagne. Hein. Je suis en Allemagne et à Berlin et à la Maison des Cultures du Monde parce que je suis commissaire d'exposition et je fais un travail là-bas. Et c'est un travail que je trouve important, donc je le fais et je sais que c'est le cas pour mes collègues aussi. Et on a la possibilité de faire en réalité. C'est pas juste qu'on se lève, on fait. Non, on va dans toutes sortes de négociations, mais on arrive à faire. Pour la question des danses traditionnelles, elles sont pas. Enfin, je pense que vous parlez de contexte en termes de territoire physique peut-être, mais elles ne sont pas décontextualisées quand elles viennent là, parce qu'il y a des communautés sénégalaises en Allemagne et à Berlin qui n'ont pas l'opportunité d'embrasser leur tradition parce qu'ayant grandi dans un terroir, un territoire physique où ces traditions ne sont pas présentes. Donc cet espace est devenu un espace où il y a eu des praticiens sénégalais qui sont aussi venus. Il y a eu aussi d'autres personnes qui sont venues parce qu'on appelle à la participation. On appelle à ce que ces personnes puissent venir et embrasser une culture qui n'est pas leur, mais qui peuvent embrasser quand même. Je sais que oui, les danses traditionnelles de tout temps ont été pour beaucoup de nations des outils de propagande. On le voit, on l'a vu, on a fait beaucoup d'études de ces danses aussi avant de faire des programmes comme ça. Par exemple, on est en train toujours de travailler dessus, on est en train de créer une 3e série. Et puis, dans la 3e série, on avait 2 options. Une des options, on a dû la repousser parce qu'on est encore en train de faire la recherche et de parler à différents praticiens. C'est le Bharatanatyam. Je ne sais pas si vous êtes familière, c'est une danse traditionnelle qu'on trouve dans la culture des Tamil Nadu. Donc, c'est toute Sri Lanka, Inde et toute cette zone. Et au fait, ce sont des traditions de danse qui sont réclamées par différentes communautés comme étant leurs. Donc, déjà, sur les terroirs, il y a des tensions par rapport à ces traditions, à qui appartiennent-elles, comment elles sont utilisées, comment elles sont enseignées, etc. Et de surcroît, il y a d'autres formes de traditions qui sont mises au-dessus des autres. Donc quand on regarde dans ces mêmes terroirs, il y a une forme de danse qui s'appelle le Kanjan dance. Et puis le Kanjan dance est dit être dérivé du Bharatanatyam. Et en Inde, tu as les communautés Dalits, surtout les femmes Dalits, qui réclament le Bharatanatyam et qui sont contre le fait qu'on en parle qu'on parle du Kanjan comme dérivé du Bharatanatyam. Et quand tu vas au Sri Lanka, c'est aussi le contraire. Et ces différents gouvernements utilisent ces danses traditionnelles pour leur propagande politique ailleurs. Donc oui, on en est conscient. Ça fait partie de nos recherches, ça fait partie de la raison pour laquelle on inscrit ces programmes dans aussi un espace discursif, c'est pour pallier à ça et à la possibilité d'exoticisation, pas juste, mais d'exoticisation. Et aussi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut dire. Je pense qu'on est les premiers à vouloir que la Maison des Cultures du Monde ne soit pas à Berlin, en fait. En tout cas, moi. Mais elle est là. Et on est là. Donc, on va en faire quelque chose. C'est ma vision des choses. Et Ibra, bon, les programmes futurs, je ne peux pas en parler. They are in the making, sorry. Mais j'ai parlé de Heimaten, donc Homelands, comme quelque chose qui a commencé cette année et qui va s'articuler pendant 4 ans. Et il y a différentes articulations qui vont se faire pendant ces 4 ans. Je peux parler d'un programme qu'on va faire en janvier sur lequel je suis en train de travailler avec mon collègue Atabé, qui porte sur les questions de restitution et réparation, mais en particulier sur la théorie de la rématriation
qui a été mise en avant par les communautés Sami et aussi les communautés indigènes des Amériques, donc les Anishinaabe, mais aussi les Haudenosaunee. Et la rématriation, pour eux, c'est un processus de réclamation de l'héritage culturel qui doit être, like it has to be brought back to the Mother Earth. Et il y a tout un processus de réflexion autour de l'héritage matériel et immatériel et de la manière dont il faut donner du pouvoir aux communautés pour qu'elles puissent s'imprégner de plus en plus de leur héritage immatériel. Et ça, c'est en réponse à tout ce débat sur la restitution de l'héritage culturel qui a été pillé dans le temps colonial. Ça va se faire à la fin janvier. Donc ça, je peux parler de ça. Maître Ba, j'ai oublié la question. Sorry. Tonton Ba, j'ai oublié la question. Juste vite fait pour clarifier en fait ma question, elle allait, ou mon commentaire n'allait pas dans ce sens-là en fait. Moi, ce que je demandais, quelle narrative sert en fait de dire les choses comme ça ou de simplifier en fait l'identité de Bonaventure qui est beaucoup plus complexe pour une personne qui a passé la moitié de sa vie en Allemagne et qui a la nationalité allemande et qui connaît très bien ce pays et qui est dans cette position aujourd'hui justement par ce vécu et par un travail extrêmement laborieux pour arriver là où il en est arrivé aujourd'hui. Donc moi, la seule chose que je disais, de simplifier, de dire qu'aujourd'hui, c'est le premier moment où un homme noir est à la tête d'une institution culturelle, ça sert une narrative, en fait. J'ai pas dit d'une institution culturelle, j'ai dit de cette institution. Oui, J'étais très précise. Je parle du HKV. de cette, mais malgré tout, c'est l'institution culturelle, ça sert une narrative, en fait, un color washing, en fait, qui se fait aujourd'hui en Allemagne, justement pour masquer le fascisme qui est en pleine efflorescence. C'est dans ce sens-là que je demandais, en fait, pourquoi simplifier, en fait, quand la complexité, justement, est importante. Et après, je suis d'accord avec toi, et heureusement, des familles de toutes les nationalités viennent dans cette maison. Malgré tout, il y a une censure que la maison respecte. Et ça dépend, il faut regarder dans les programmes, ça dépend. Et je pense, ok, je t'entends, mais dire que Bonaventure est le premier directeur noir, je ne simplifie pas. Parce que je suis dans ce foyer intense chaque jour. Donc je ne peux pas simplifier. On est tenu par le temps, je présente tout un programme. Donc j'essaie de donner comme ça des indications pour qu'on puisse comprendre où je vais. Mais je ne pense pas que je vais faire what did you say, black washing? Towards whatever, yeah, something washing towards Bonaventure, especially. Oui, je sais, mais c'est moi qui parle, en fait. Donc, ouais. Oui, ok, je comprends, mais sache que ce n'est pas ça mon intention. Et je suis là tous les jours, à Berlin, là. Donc, je sais ce que ça c'est que de vivre là-bas et de faire ce travail surtout. Donc, non, pas du tout. Ce n'est pas simplifié. Oui, tu as raison et merci de le dire. C'est quelqu'un qui a fait un travail acharné pendant les 30 dernières années, en réalité, qui, au fait, a créé la première institution indépendante qui a montré le travail de communautés et d'artistes noirs dans Berlin. Oui, I know that. Mais ok, oui, mais je comprends. Ok, merci. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la question du regard et du récit, mais je pense que le regard insistant, voire menaçant des organisatrices fait qu'il ne reste plus de place que pour le mot merci. Merci à Marie-Hélène et merci à tout le monde d'avoir joué le jeu. Merci professeur Ibrahima One, merci Marie-Hélène.